Bonjour. Avant de commencer, donc, le séminaire, après, c'est Giovanni Capello qui va le faire sur ses expériences récentes sur les sphéroïdes. Une autre information là-dessus, c'est que finalement, le Collège de France peut mettre les séminaires sur le site web. Donc, ils seront en accès. Le premier, non, parce que Marcos González-Gaitán ne voulait pas qu'on enregistre son séminaire. Mais les deux autres vont être mis, et celui d'aujourd'hui, vont être mis sur le site web. Alors, avant de commencer, d'abord, je vous ai parlé de mouillage partiel entre les tissus la semaine dernière, et Pascal Silberzan m'a envoyé une image d'un article de Steinberg qui montre une situation de mouillage partiel. Donc ça, c'est en gros, c'est même peut-être exactement la même image que celle que je vous ai montrée la semaine dernière. Vous avez un tissu vert qui englobe un tissu rouge à l'intérieur. Donc le tissu vert mouille complètement l'interface entre le rouge et l'extérieur. Et puis, quand le paramètre d'étalement est négatif, vous voyez ici que le tissu vert et le tissu rouge forment un angle de contact qui est fini ici. Et ça s'étudie exactement par les mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour l'eau et l'huile. C'est la règle du triangle de Neumann qui permet de déterminer. Il suffit de tracer les tensions comme des vecteurs le long des interfaces, un là et un là, et ça fixe les angles de contact. Donc la situation, voilà, merci Pascal, et voilà un très bel exemple de situation de mouillage partiel. C'est les mêmes cellules que celles que j'ai montrées la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il a enlevé les cadérines et puis il les a remises, et il n'en a pas mis le même nombre dans le tissu vert et dans le tissu rouge. C'est pour ça qu'il y a des propriétés d'adhésion qui sont différentes. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler d'hydrodynamique et de rhéologie des tissus. Alors peut-être de façon un peu plus qualitative, quand je vous ai montré toutes ces expériences pour les sphéroïdes, je vous ai dit, en gros, un tissu, ça se comporte comme un liquide, et il y a une viscosité. La seule chose, c'est qu'elle est très grande. C'est quelque chose comme 10 puissance 6, 10 puissance 7 pascal seconde, alors que l'eau, c'est 10-3. Puis tout ce que j'ai fait, c'est de traiter le tissu comme un liquide visqueux. Donc, je voudrais revenir là-dessus et en gros discuter quand est-ce qu'on peut considérer un tissu comme un liquide visqueux, quand est-ce qu'il est visqueux, quand est-ce qu'il est solide et quels sont les tissus qui sont visqueux ou solides. Et j'essaierai même après, à la fin alors soit cette semaine, soit la semaine prochaine, de discuter la rhéologie non linéaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on met des grandes contraintes dans un tissu. Je vais rester dans le même genre d'idée que ce que j'ai fait juste là. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est des propriétés à temps très long. Parce que ce que je veux, c'est discuter l'effet de la division cellulaire sur toutes les propriétés mécaniques des tissus. Donc je ne vais pas considérer des expériences, et il y en a des magnifiques, où on sollicite un tissu avec des périodes de quelques minutes ou quelques secondes. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt des temps de l'ordre de la journée ou au moins de quelques heures. Alors, je vais commencer par revenir sur l'hydrodynamique des tissus. Et je vais commencer par vous parler de la division cellulaire. Alors, ce que je vais raconter là, ça résume un peu le travail qui avait été fait dans sa thèse par Jonas Ranft. En 2011. Donc, je vais considérer un tissu qui a une densité n. Et je ne vais pas considérer, comme je l'avais fait pour un sphéroïde, que le tissu est incompressible. Je vais supposer que n varie si je change la pression. Si j'augmente la pression, la densité diminue. Je vous ai écrit l'équation de conservation du nombre de cellules. Donc c'était dn sur dt, plus la divergence du courant, donc c'est divergence de n fois v. Alors pour un fluide classique, c'est 0. Pour un tissu, ce n'est pas 0 parce qu'il y a de la division cellulaire et parce qu'il y a de la mort cellulaire. Donc c'est n
facteur de KD moins KA, où KD c'est le taux de division cellulaire, KA c'est le taux de mort cellulaire qui se fait par apoptose. Et je vais même être un tout petit peu plus précis, je vais écrire que les deux dépendent de la pression cellulaire. Donc ça, c'est le taux de croissance du tissu, c'est le nombre de cellules qui sont fabriquées par division et qui disparaissent à cause de la mort cellulaire. Alors je vais faire un petit bidouillage, c'est que je vais développer ce produit-là pour réécrire cette équation sous une forme un tout petit peu différente. Donc la divergence de NV, c'est V scalaire gradient, je vais écrire que c'est dN sur dt, plus V scalaire gradient fois N, plus N, divergence de V. Et ça, c'est la dérivée convectée, ça veut dire c'est la variation locale, et puis ça, c'est la variation due au fait que les cellules sont transportées par l'écoulement de cellules. Donc ce terme-là, je vais l'écrire d sur dt de n, où n est la dérivée totale. Donc c'est égal à n kd moins ka. Et puis il y a moins n fois la divergence de. Donc voilà comment j'utiliserai cette relation dans la suite. Alors maintenant, ce sur quoi je vais revenir, c'est un effet dont j'ai un tout petit peu parlé, c'est que quand une cellule se divise, elle doit pousser les cellules voisines. Alors d'abord, avant de faire ça, si je regarde un tissu à temps court, j'applique une déformation sur un tissu à temps court, les cellules sont élastiques, l'empilement de cellules élastiques est élastique, alors ça ressemble, les expériences que je connaissais, c'est des billes de gel super absorbants, là, les trucs qu'on met dans les couches de bébé et qui gonflent de façon gigantesque. Il y a des gens, François Lequeux a passé beaucoup de temps à étudier la rhéologie de ça, mais quand vous appuyez dessus, en gros, c'est un solide désordonné, et c'est un solide désordonné qui a un module élastique. Le module élastique, c'est à peu près le même que celui d'une cellule. Donc à temps très court, si j'appuie sur le tissu, c'est comme quand je déforme une cellule, et il y a un module de cisaillement. Que je vais appeler mu, alors qui est du même ordre de grandeur que celui des cellules. Une cellule, c'est entre 100 et 10 000 pascal, donc je vais mettre 1000 pascal, quelque chose comme ça. Ce que ça vous dit, ça, avant que je fasse quoi que ce soit, c'est qu'à temps très court, le tissu, il est solide. Comme je ne vais pas arrêter de vous dire que les tissus, c'était liquide, en gros, ce que je vais faire maintenant, c'est vous dire qu'un tissu, c'est un fluide viscoélastique. C'est vers ça que je tends. Alors, ce que je veux discuter, c'est ce qui se passe quand il y a une division cellulaire. Quand il y a une division cellulaire, la cellule pousse les cellules voisines. C'est-à-dire qu'elle exerce des forces sur les cellules voisines quand elles se divisent. Il y a quand même une propriété importante, c'est que la somme des forces exercées sur la cellule doit être nulle. Comme la somme des forces exercées sur la cellule, c'est la même que la somme des forces que les cellules voisines que la cellule exerce sur les cellules voisines, ça veut dire que la force totale exercée par les cellules sur les cellules voisines est nulle. Donc je ne peux pas prendre une force, ça ne serait pas nul. Donc il faudrait que je prenne deux forces qui s'annulent. Si je les mets au même point, c'est comme s'il n'y avait pas de force. Donc je vais écrire que c'est un dipôle de force. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des corrections, qu'il ne peut pas y avoir des effets de quadrupôle ou de multipôle plus élevés. Je vais rester avec cette discussion simple qu'une cellule exerce un dipôle de force. Alors un dipôle de force, pour moi. Donc, je vais mettre un numéro à la cellule. Elle est à une position I, elle est à une position RI. Et le dipôle de force, c'est deux forces, F, I ici, moins FI là, avec une distance entre les deux,
que je vais appeler DI. La première chose, c'est que ça doit être aligné, parce que si F et D ne sont pas alignés, il y a un couple, et de la même façon que la somme totale des forces sur une cellule doit être égale à 0, la somme totale des couples sur une cellule doit être égale à 0, ça c'est l'équilibre des moments cinétiques. Donc la distance D, elle est alignée avec la force R. Je n'ai pas mis de vecteur ici, et j'aurais dit. C'est-à-dire que la force totale exercée par la cellule, la densité de force, je vais mettre c'est Fi delta de R. Alors ici, je suis au point RI, donc ici, je suis au point RI plus DI. Moins Fi delta de R moins RI. Ça, c'est la force totale par unité de volume exercée par la cellule sur son environnement. Ces forces, je les localise au point RI ici, au point RI plus DI ici. Évidemment, si j'intègre sur l'espace, ça va me donner cette force-là. Et ça va me donner cette force-là. Ce que ça veut dire quand même, c'est que si je veux regarder l'équilibre des forces dans le tissu maintenant, alors si j'écris l'équilibre des forces dans le tissu, il y a deux choses qu'il faut que je prenne en compte. Il faut que je prenne en compte la contrainte élastique. Je vous ai dit qu'il y avait un module élastique. Donc je vais appeler sigma alpha bêta élastique la contrainte élastique. Donc la force associée par unité de volume, c'est d alpha sigma alpha bêta élastique. Et puis il faut que j'introduise dans l'équilibre des forces toutes les forces qui sont là, de toutes les cellules qui sont en train de se diviser. Donc plus somme sur I, où I c'est toutes les cellules qui se divisent. Je vais avoir Fi, je vais mettre le alpha en bas, Fi bêta delta de R RI plus DI moins Fi bêta delta de R moins RI. Ça, c'est toutes les forces sur un élément de volume, et la somme des forces doit être égale à 0. Et je ferme. Donc j'ai l'élasticité des cellules, et en plus de l'élasticité des cellules, j'ai des forces ici qui sont dues aux cellules qui sont en train de se diviser, parce que les cellules qui se divisent poussent sur leur environnement. Alors ce qui m'intéresse, c'est de regarder à grande échelle de taille, c'est-à-dire à échelle de taille qui est plus grande que la taille de la cellule. À cette échelle de taille-là, le DI ici, il est petit, et donc je vais pouvoir faire un développement limité. Alors je vais faire un truc pas très pédagogique, c'est que je vais écrire les composantes ici. Je vais écrire Fi bêta. Ça, c'est la composante bêta. Et donc je vais écrire que ça, c'est la dérivée, alors par rapport D alpha, la dérivée par la composante alpha, chez DI alpha, alors il y a un signe moins ici, moins DI alpha, chez Fi bêta, et puis j'ai delta de R moins RI. Ça, c'est simplement la dérivée ou le développement limité au premier ordre en D de cette somme de force qui est là. Et ça, c'est le dipôle de force de la cellule. Donc le tenseur dipôle de force de la cellule. Je
vais l'appeler M I alpha bêta, c'est DI alpha FI bêta, c'est comme les charges. Hein. Le dipôle de charge, c'est une charge multipliée par une longueur. Ici, c'est une force multipliée par une longueur. Alors, c'est une force multipliée par un vecteur, mais comme la force est déjà un vecteur, ça fait un tenseur. Et ce tenseur est symétrique. Ça, c'est la raison que je vous ai donnée là. Hein. S'il était antisymétrique, il y aurait des couples. Hein. La partie antisymétrique d'un tenseur qui est une contrainte, c'est un couple. Et donc, DI alpha, FI bêta, c'est la même chose que FI alpha, DI bêta. C'est un tenseur symétrique. Donc ça, c'est le dipôle de force d'une cellule. Maintenant, ce que je vais écrire, c'est la densité de dipôle de force. Donc la densité de dipôle de force. Je vais l'appeler grand M I alpha bêta. C'est une somme pour toutes les cellules qui se divisent. De MI alpha, c'est l'inverse. Et puis il faut que je dise que la cellule I elle a la position RI par unité de volume, donc j'aurai un delta de R-RI ici. Donc ça, c'est la densité de dipôle de force qui est exercée par les cellules dans le fluide si elles sont à la position RI et si elles sont en train de se diviser. Alors je parle des cellules qui se divisent, je pourrais rajouter un terme identique pour les cellules qui meurent. Je ne vais pas le faire, je le rajouterai à la fin, je le traiterai exactement de la même façon et je discuterai l'importance de ces deux dipôles un peu plus loin. Donc pour les cellules en apoptose, il y a la même chose. Vous voyez que je vais pouvoir introduire ça ici. Donc mon équation d'équilibre des forces, ça va être D bêta sigma alpha bêta élastique. Et puis j'ai un. Alors c'est pas D alpha, c'est D alpha, pardon. C'est D alpha que j'ai mis ici. D alpha sigma alpha bêta élastique moins D alpha fois ça. Est égal à 0. Et vous voyez que je peux introduire maintenant une contrainte totale dans le tissu. La contrainte totale, elle va être telle que D alpha sigma alpha bêta égale 0. Ça, c'est l'équilibre des forces dans un fluide si on oublie l'inertie. Et l'inertie est complètement négligeable dans cette histoire-là. Et ça me dit que la contrainte totale, sigma, c'est la contrainte élastique plus une contrainte que je vais appeler la contrainte interne. Alors, il n'y a plus de I là. Plus une contrainte interne, sigma interne alpha bêta, ou sigma interne alpha bêta, c'est juste l'opposé de cette densité de dipôle de force qui est là. Donc si je veux prendre, pour étudier les propriétés mécaniques, les divisions cellulaires ou les morts cellulaires, hein, j'aurai un terme de division et un terme de mort cellulaire ici, il suffit que j'introduise dans le tissu, à l'ordre où je représente les divisions par des dipôles de force, une contrainte interne. Cette contrainte interne, c'est moins la densité de dipôle de force de toutes les cellules qui sont en train de se diviser, moins la densité de dipôle de force de toutes les cellules qui sont en train de mourir. Alors si les cellules qui se divisent poussent, les cellules qui sont en train de mourir, elles se contractent, bien sûr. Et donc les deux termes que je rajoute vont être opposés l'un à l'autre. Donc c'est ça l'idée principale de tout ce qui va suivre pendant un bon moment. Ce que je vais faire dans la suite, c'est que je vais décomposer les tenseurs en deux parties. Je vais dire qu'il y a une partie isotrope.
Je vais prendre sigma alpha bêta, par exemple. Il y a une partie isotrope, ça je vais l'écrire sigma delta alpha bêta. Si j'écris que la contrainte c'est sigma delta alpha bêta, la contrainte c'est l'opposé de la pression, donc ce sigma-là c'est moins la pression. Et puis un terme d'où j'aurais enlevé la trace du tenseur, donc plus sigma tilde alpha bêta, et je vais choisir sigma tilde de façon à ce que sa trace soit nulle. Donc je vais écrire que sigma alpha alpha, la somme des trois composantes diagonales de ce tenseur-là, est égale à 0. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire qu'un tenseur qui est symétrique, je peux le décomposer en deux tenseurs. Un tenseur qui a une pression, et ce tenseur qui a une pression, c'est celui-là, c'est moins la pression. Et un tenseur qui n'a pas de pression, c'est un tenseur qui tire dans une direction et qui comprime dans l'autre direction. Ça, c'est ce qu'on appelle un cisaillement pur. Donc c'est ça que je veux faire, et je vais discuter indépendamment la contrainte isotrope, la pression si vous voulez, et puis ce que je vais appeler la contrainte sans trace ou la contrainte de cisaillement, sachant que ce n'est pas un cisaillement simple, c'est un cisaillement pur, c'est un truc où je tire comme ça, c'est utile ces masques, je tire comme ça et ça comprime dans la direction précédente, ce qui est un peu différent d'un cisaillement simple qui inclut une rotation alors qu'il n'y en a pas dans le cisaillement pur. Alors la contrainte isotrope. Alors, il faut que je sois un peu plus précis sur la contrainte élastique. Donc, à temps court, les cellules ont une position bien donnée. Je regarde des temps suffisamment courts pour ne pas être gêné par les divisions cellulaires. Et donc, je peux définir un champ de déplacement, qui est le déplacement de la cellule. Et puis, vous savez qu'en élasticité, ce qui compte, c'est la partie symétrique du gradient de U. Donc ça, c'est ce que je vais appeler U alpha bêta. C'est 1 demi d alpha U bêta plus d bêta U alpha. La trace de ce tenseur-là, U alpha alpha, je vais l'appeler U. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est le bidouillage que j'ai fait là. Donc, je vais introduire U alpha bêta tilde. Alors, c'est U alpha bêta moins la trace. La trace, c'est 1. Alors, je vais mettre sur D, parce que je peux le faire à 2 ou à 3 dimensions. Et dans les exemples que je vais vous montrer, il y a des couches de cellules, ou il y a des cellules en volume comme dans les sphéroïdes, fois U ici. Maintenant, pour la partie isotrope de la contrainte, je vais écrire les lois de l'élasticité. Donc sigma. Alors la pression, la loi, c'est que sigma, c'est simplement K delta V sur V. Si je gonfle comme ça, je vais avoir une contrainte élastique isotrope. Cette contrainte élastique, c'est K delta V sur V, et c'est égal à K fois la divergence du déplacement U. Vous pourrez vérifier que delta V sur V, c'est la même chose que U. Et ce module-là, c'est le module de compressibilité du tissu. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre la dérivée de ça. Donc, je vais prendre la dérivée et je vais prendre la dérivée convective. Donc, je vais mettre des d droits. C'est-à-dire, chaque fois que j'écris une dérivée, c'est la dérivée par rapport au temps plus v fois scalaire le gradient de la quantité que je regarde. Donc, j'écris d sigma sur dt. d sigma sur dt, c'est k.
Alors c'est la partie élastique simplement, ça. Hein. D sigma sur dt, c'est K, fois la dérivée de U. U, c'est le gradient de déplacement. La dérivée de déplacement, c'est la vitesse. Donc le tenseur que j'aurai là, c'est le tenseur de gradient de vitesse. Donc ça va faire K fois V, où V, c'est égal à V alpha alpha, ou V alpha bêta. C'est défini par la même formule que ça, mais en dérivant. Donc c'est le gradient de vitesse, ou la partie symétrique du gradient de vitesse. Donc c'est 1,5 de D alpha V bêta. Plus d bêta v alpha. Donc voilà pour la partie isotrope élastique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le tissu, c'est comme tout le monde, il a une compressibilité. C'est l'inverse de la compressibilité, ce cas-là. Donc c'est comme ça, c'est ça le module que j'introduis. Alors ce qui est plus subtil, c'est la contrainte interne. La contrainte interne, c'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre à cause de cette somme-là. C'est-à-dire des cellules qui divisent, il en apparaît et il en disparaît en permanence. Ça veut dire que la contrainte interne, elle change à chaque fois qu'il y a une division cellulaire dans le tissu. Il y a une cellule qui exerce une force à cet endroit-là. Une fois qu'elle a exercé sa force, il y en a une autre qui exerce une force à un autre endroit. Donc la contrainte interne, elle n'est pas très, très bien définie en valeur absolue. Ce que je vais regarder, c'est les changements par rapport au temps de la contrainte interne. Donc je vais écrire d sigma interne sur dt. Ça, c'est plus simple parce qu'en gros, ce que ça me compte, c'est les divisions cellulaires. Alors, je vais écrire que ça, c'est proportionnel aux cellules qui se divisent. Donc les cellules qui se divisent par unité de temps, c'est la densité de cellules fois la probabilité qu'une cellule se divise, c'est Kd. Donc il y a un facteur NKd. Je vais mettre un signe moins. Alors je vous expliquerai en détail dans un quart d'heure pourquoi j'ai mis un signe moins ici. C'est simplement pour que les termes de division soient positifs ici. Le terme de division est positif, ça veut dire que le terme de mort cellulaire va être négatif. Et puis je vais écrire MD, qui est l'intensité de contrainte pour une cellule symétrique pour la division cellulaire. Puis je vous ai dit qu'il y avait la même chose pour la mort cellulaire. Donc je vais mettre plus Ka. Fois M. Donc je le fais de façon phénoménologique. Je dis le nombre de cellules, le changement du nombre de cellules, c'est KDMD, c'est KDN. Et puis chaque cellule a une contribution MD si elle se divise. Pour la mort cellulaire, c'est NKA et chaque cellule a une contribution MA. Ce signe-là, je l'ai mis pour que MD soit positif et que MA soit négatif. Puis après, je peux écrire la somme des deux. Donc je vais écrire d sigma sur dt. Alors, c'est KD, K fois V, moins N, KD, MD, plus KA, MA. Donc voilà la façon dont varie la contrainte totale en fonction de V, qui est la divergence du champ de vitesse, des taux de division cellulaire et de l'effet sur la pression d'une division et d'une mort cellulaire. Avant d'aller plus loin, je vais revenir un peu en arrière. C'est qu'est-ce que j'appelle une division cellulaire? Quand une cellule se divise, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle croît. Elle passe d'une fois son volume à 2 fois son volume, et puis elle se coupe en deux. Et ce que je veux faire ici, c'est décrire ces deux processus avec le même modèle. C'est-à-dire, je ne vais pas distinguer la partie croissance de la partie division. Ce que j'appelle un évitement de division, c'est la croissance, qui est plutôt symétrique, puis la division, qui est la grosse sphère qui se coupe en deux. Ça veut dire que mon MD ici, il inclut la croissance et la division cellulaire.
La division, si vous voulez, c'est la mitose. Et ce que j'appelle, moi, division, c'est la mitose plus la croissance de la cellule. Maintenant, il y a une autre façon de regarder le problème. C'est de dire ben, le tissu doit avoir une équation d'état. Alors, ce que j'appelle une équation d'état, pour un gaz, vous savez ce que c'est une relation entre la densité et la pression. Alors, la question, c'est, et pour un fluide, c'est pareil, hein, pour de l'eau, je pourrais écrire une équation d'état, elle est plus compliquée, mais c'est quelque chose qui existe. Ce que je veux ici, c'est écrire une équation d'état, c'est-à-dire une relation sigma de n, où n est la densité. Ce n'est pas tout à fait évident qu'on a le droit de faire ça, parce que la division cellulaire, ça prend beaucoup de temps, il faudrait prendre en compte les cellules qui se divisent, mais je vais supposer que macroscopiquement, si je considère un tissu comme un matériau, je peux appuyer dessus et mesurer la pression en fonction de la densité, et j'aurai une relation entre la pression et la densité. Alors je vous ai écrit que sigma, c'est K delta V sur V. Ça veut dire que d sigma, c'est K dV sur V. Et comme V, c'est en gros 1 sur N, l'équation d'état, ça va être de façon différentielle, d sigma égale moins K dN sur N. Ça, c'est en gros la même chose que ce que j'ai écrit là, mais cette fois, je n'aurai pas que la partie élastique, j'aurai toute la contribution. Et si je veux la variation en temps, j'ai d sigma sur dt ici, et j'ai K sur N, dN sur dt. Mais dN sur dt, je vous l'ai donné au début, dN sur dt. Alors, il y a deux termes. Il y a un terme de division cellulaire, Kd moins K1 fois N, ça c'était le terme de croissance. Et puis il reste la partie de la divergence que je n'ai pas prise là-dedans. Ça c'était moins N fois la divergence, qu'est-ce que j'ai appelé petit v de la vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est reporter ça dans cette équation-là. Ouais. Ça c'est une équation qui est uniquement sur la partie diagonale du tenseur ou... Alors pour l'instant, je ne regarde que la partie diagonale du tenseur. Ça veut dire, chose que je n'ai pas dit, mais un peu exprès, que je ne regarde pas, par exemple, des tissus qui seraient fortement polarisés, où il faudrait que je me pose des questions, j'y reviendrai après à ça. Cette équation d'état, tu la vois comme étant à temps long ou à temps court? Alors il faut que ça soit à temps plutôt suffisamment long. C'est-à-dire je ne veux pas regarder à l'intérieur des divisions cellulaires ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est moyenné, hein. C'est la densité moyenne, c'est la contrainte moyenne que je regarde, donc j'oublie toutes les fluctuations là-dedans. Il faut que je la regarde à temps suffisamment long. Évidemment, si je la regarde à des temps plus petits que le temps de division cellulaire, je verrai des relaxations de la division, des choses comme ça, et ça, je ne veux pas en entendre parler. C'est une équation d'état autour d'un état stationnaire, en fait. Alors, c'est un état stationnaire, soit du tissu qui reste homéostatique, soit d'un tissu qui croît de façon très, très homogène et très, très lente, et donc localement, je pourrais considérer qu'il est stationnaire. Donc, c'est à une échelle de temps un peu intermédiaire qui permet de faire ces deux choses-là. Donc je reporte dN sur dt là-dedans, donc ça fait d sigma sur dt égale, alors le n s'en va, moins k kd moins ka plus k fois v. Donc j'ai deux expressions pour dn sur dt, pour d sigma sur dt, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Elles se ressemblent, hein, puisque j'ai K fois V des deux côtés. Évidemment, ça doit être la même chose. Donc ça veut dire que N KD MD plus KMA est égal à K. Donc voilà la relation que j'obtiens. On compare à ça que j'obtiens en faisant de la mécanique tout à fait classique et ça que j'obtiens en regardant mes dipôles de force. Alors je ne vais pas discuter ça pendant très longtemps, mais je vais revenir sur ce que disait Pierre. Est-ce que je le considère dans un état stationnaire?
Un état stationnaire dont je vous ai parlé, c'est l'état homéostatique du tissu. C'est-à-dire c'est l'état où la division compense exactement la mort cellulaire. Donc je vais chercher à regarder ce qui se passe quand KD est égal à Ka. Alors si KD égale K, ce terme-là est nul. Ça fait NKD. Ça fait. Pardon, c'est KD moins K ici. Donc j'ai 0 de ce côté-là. Je vais pouvoir mettre KD ou K qui sont égaux en facteur. Donc ça me dit que MA plus MD est égal à 0. Je prétends que ça, c'est clairement vrai. C'est clairement vrai parce que dans l'état homéostatique, en moyenne, le tissu reste toujours le même. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je fais une division et une mort cellulaire, la contrainte que j'ai introduite par ce dipôle de force qui est égal à MD, elle doit compenser exactement la contrainte que j'ai introduite par la mort cellulaire. Et il faut bien que l'état mécanique du tissu revienne le même en moyenne après une division et une mort cellulaire. Donc je dois bien avoir MA plus MD égale 0. Alors je vais utiliser cette relation-là, c'est la même chose, hein, mais je vais utiliser celle-là qui pour moi va être plus facile à manipuler. Et puis je vais regarder ce qui se passe au voisinage de l'état homéostatique. Donc l'état homéostatique, c'est la pression P que j'ai appelée la pression homéostatique, qui est telle que KD de pH égale à K de pH. Je vous rappelle qu'à cette pression-là, le nombre de cellules qui sont créées par division cellulaire compense en moyenne le nombre de cellules qui disparaissent par mort cellulaire. Et donc le nombre moyen de cellules dans le tissu est constant et le tissu est dans un état stationnaire. Donc je ne vais pas me placer à pH, je vais me placer à une pression voisine de pH. Donc je vais écrire que KD moins Ka de P. Je vais linéariser en fonction de P. Donc ça va être P moins pH. Alors je vais mettre pH moins P. Parce que je vous ai dit que quand on augmente, si j'augmente la pression, KD diminue et K augmente. Donc je vais mettre un signe moins ici, comme ça j'aurai réglé ce problème-là. Puis il y a un coefficient ici que je vais appeler zeta. Et puis je vais reporter ça dans cette équation-là. Donc d sigma sur dt, c'est moins K sur zeta, pH moins P. Mais moins P, c'est sigma. Sigma plus pH plus K fois V. Alors plutôt que de travailler avec la variable sigma, je vais juste changer l'état de référence de la contrainte. Je vais supposer que je prends une contrainte qui est nulle quand la pression est égale à pH, donc je vais poser sigma bar égale sigma plus pH. Et ce que j'obtiens, c'est d sigma sur dt plus sigma bar sur tau est égal à K fois V.
où je rappelle que V, c'est la divergence de la vitesse. Et ça, c'est une équation de Maxwell. À temps court, c'est ce terme-là qui domine, c'est élastique. À temps long, c'est ce terme-là qui domine, c'est visqueux. Et sigma, c'est Kato fois le gradient de vitesse qui est divergence de V de façon isotrope. Donc c'est une équation de Maxwell. Il y a deux réactions à ça. La première, c'est en fait, c'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit c'est élastique à temps court, c'est visqueux à temps long. Voilà, je vais définir la viscosité. Alors la viscosité est A. Alors je ne vous ai pas dit ce qu'était tau. Tau, c'est K sur zeta. Zeta sur 1 sur tau, c'est zeta sur K. Donc je le fais à l'envers. 1 sur tau, c'est zeta sur K. Et ce qu'il joue le rôle de la viscosité, c'est K fois tau. K fois tau, c'est zeta. Donc la viscosité élongationnelle, c'est-à-dire la viscosité de croissance du tissu. Je vais l'appeler longitudinale. C'est zeta égale K fois tau. Donc ça, c'est aussi la relation qu'on a pour les fluides de Maxwell classiques. Finalement, j'ai trouvé que ce que je vous avais annoncé au début. Sauf que ça, ce n'est pas la contrainte de cisaillement, c'est la contrainte isotrope. Si vous prenez un fluide complexe, bien sûr, il satisfait une relation de Maxwell, mais il satisfait une relation de Maxwell pour le cisaillement. Si vous prenez de l'eau ou un polymère liquide, vous appuyez dessus, c'est élastique, il y a une compressibilité et c'est tout. Donc ce que je prétends, c'est que ce qui est viscoélastique, ce n'est pas seulement le cisaillement, c'est ce que je vais vous montrer après, mais c'est aussi la partie isotrope de la contrainte. Avec une viscosité que j'ai introduite de façon un peu étrange, je l'ai introduit comme ça. Alors, je l'ai introduit comme ça parce que je connaissais la réponse et que je savais qu'à la fin, c'est ça qui allait donner la viscosité. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous ne mettez pas de gradient de vitesse, quoi qu'il arrive, donc si je ne mets pas de gradient de vitesse, ce terme-là est égal à 0. D sigma sur dt plus sigma sur tau est égal à 0. Et sigma relaxe vers 0 dans un temps tau. Donc si je mets pas un gradient, si j'impose qu'il n'y a pas de gradient de vitesse dans un tissu, la pression relaxe et la pression relaxe vers la pression homéostatique. Donc quoi qu'il arrive, alors ça, c'est une propriété marrante parce que quel que soit le volume du tissu, je le prends à une pression quelconque, je ne crée pas d'écoulement, j'attends que le système s'équilibre, et à la fin, j'ai toujours la même pression qui est la pression homéostatique. Donc ça veut dire que si j'attends qu'un tissu s'équilibre, quel que soit le volume, il relaxe vers la même pression. Donc ça veut dire que la pression est indépendante du volume et que le tissu est infiniment compressible. C'est parce que P qui est égal à pH est indépendant du volume. Après, on peut jouer. On peut dire qu'est-ce qu'on connaît comme matériaux infiniment compressibles. Moi, j'en connais que deux. Je connais ça, les tissus, et l'autre, un liquide au voisinage d'un point critique. Si vous prenez un liquide au voisinage d'un point critique, sa compressibilité, il devient infiniment compressible. Sauf que, pour que l'eau ou l'hexafluorure de soufre, qui est ce que les gens aiment bien
faire des manips, soit au voisinage du point critique, il faut ajuster les paramètres de façon extrêmement précise pour être au voisinage de la pression critique et de la température critique. Ici, j'ai besoin de rien. Quoi que je fasse, mon tissu est incompressible. Alors, je vais un peu insister là-dessus. Je vais vous montrer une explication qui est peut-être plus qualitative et qui vous plaira plus. Je reviens à mon dessin favori, qui est celui-là. Donc, c'est une boîte qui est perméable à tout sauf aux cellules, où j'ai mis un piston au milieu et j'ai mis un ressort comme ça. Les cellules se divisent, elles poussent sur le piston, et puis elles arrivent à un équilibre. Ça, c'est l'équilibre où la pression est la pression homéostatique, puisqu'il équilibre la pression, c'est le ressort. Donc il y a des fluctuations du piston, mais en moyenne, je vais mesurer la même pression homéostatique et j'aurai toujours le même volume moyen. Maintenant, au lieu de mettre un ressort, une fois que j'ai déterminé la pression homéostatique, je peux pousser sur le piston avec la pression homéostatique. Je peux déplacer le piston. Si je le déplace vers la droite, il va y avoir un trou. Les cellules vont se diviser, vont remplir le trou. Elles vont atteindre la même densité que là, et j'aurai réatteint l'état homéostatique. Si je comprime, les cellules sont comprimées, il y a trop de cellules, elles vont mourir, et je vais relaxer vers l'état homéostatique. Ça veut dire que quoi que je fasse, que j'augmente le volume ou que je diminue le volume, la pression est constante, donc la pression est indépendante du volume, et un tissu est un système infiniment compressible. Ça, c'est bien pour un physicien théoricien, ça les fait sauter au plafond tout de suite, mais je ne crois pas, malheureusement, qu'il y ait d'application pratique de ça, notamment à cause du fait qu'il faut faire ça à pression constante. Si vous ne faites pas ça à pression constante, il n'y a plus aucun effet. Alors, il y a des fluctuations importantes aussi à cet effet-là, presque comme au point critique. Si vous calculez les fluctuations du piston, la position du piston diffuse dans cet état-là, et donc si vous attendez longtemps, l'amplitude de fluctuation de la position du piston va diverger. Donc voilà ce que je peux dire sur la contrainte isotrope. Maintenant, ce que je veux faire, c'est parler de la contrainte transverse ou du cisaillement pur. Alors, je vais me mettre ici. Donc, ce que je veux faire, c'est exactement la même chose, mais cette fois la même chose avec le cisaillement pur. Alors, ce qui est simple, c'est l'élasticité, la contrainte élastique, sigma élastique alpha bêta. Je veux le cisaillement pur, donc j'enlève la partie isotrope. Elle est proportionnelle au gradient de déformation alpha bêta, où j'ai aussi enlevé la partie isotrope, et le rapport des deux, c'est le module de Young, le module de cisaillement. Donc ça, c'est 2 mu U alpha bêta. Le facteur 2, il est conventionnel. Et ça, c'est le module que je vous décrivais au début, c'est 1000 pascal ou quelque chose comme ça. Ça peut être un peu moins. Dans les manips que j'ai montrées la semaine dernière de Françoise, c'était plutôt, Karine, c'était plutôt 100 pascal ou 200 pascal. Et il y a des tissus pour qu'ils soient un peu plus durs, donc on arrive jusqu'à 10 000, quelque chose comme ça. Alors, je vais jouer le même jeu, je vais prendre la dérivée. Donc, d sur dt de sigma élastique. C'est l'inverse. C'est 2 mu fois la dérivée de u alpha bêta. U alpha bêta, c'est la déformation, c'est le gradient du déplacement, la partie symétrique du gradient de déplacement. Si je dérive ça par rapport au temps, ça fait le gradient de vitesse. Donc, c'est le tenseur de gradient de cisaillement. Donc c'est 2 mu tilde alpha bêta, et j'ai enlevé de ça la divergence de la vitesse, j'ai enlevé la trace que j'ai déjà traitée dans le problème précédent. Donc là, j'ai rien de plus qu'avant, sauf que c'est un module différent quand même. Alors maintenant, ce que je veux regarder, c'est d sur dt donc la contrainte interne, et je vais regarder le terme qui a une trace nulle. Ce qui va rester vrai,
c'est que cette contrainte interne, elle va être proportionnelle au nombre de cellules qui sont en train de se diviser, hein, parce que ce que je regarde, c'est l'effet des divisions cellulaires, c'est pour ça que j'ai pris la dérivée. Donc je vais toujours écrire moins n kd. Alors tout à l'heure, j'ai dit il y a un terme qui caractérise les divisions cellulaires ici, et puis ça va. Sauf que là, ça c'est un tenseur. Donc il faut que je trouve un tenseur. Alors comment je fais un tenseur dans le tissu? Alors il y en a un qui est simple, c'est le tenseur isotrope, mais celui-là, il n'a pas une trace nulle. Si j'enlève la trace, ça fait 0, donc celui-là, il ne compte pas. Donc il faut que je construise un tenseur. Pour construire un tenseur, je vais essayer de regarder ce qu'il y a comme vecteur, puis après, avec les vecteurs, je vais construire des tenseurs. Un des vecteurs qu'on a dans cette histoire-là, c'est l'orientation des divisions cellulaires. Donc ça me donne une direction n localement. Puis après, une fois que j'ai une direction n, je fais comme dans les cristaux liquides. À partir d'un vecteur, je peux construire un tenseur de trace nulle, que je vais appeler Q alpha bêta. Alors c'est n alpha, n bêta. Et puis je veux un tenseur de trace nulle, donc il faut que j'enlève la trace. N, c'est un vecteur unitaire, donc je vais faire moins 1 sur d. Delta alpha bêta. Donc ça, c'est ce que j'aurai pour une cellule. Je vais moyenner localement sur quelques cellules, et je vais avoir une orientation comme ça. Alors ce tenseur-là, il a une structure très simple. Si vous le prenez à 2 dimensions, par exemple, le tenseur qui est à l'intérieur de la moyenne, là, si je me place, alors c'est 1,5. Si je me place le long de n, ça fait 1, ça fait moins 1,5, ça fait 1. Si je me place dans la direction perpendiculaire à n, ça fait 0, et donc j'ai moins 1,5. Et ça fait bien un tenseur de trace nulle qui est comme ça. Et ça, c'est un tenseur qui fait ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça a tendance à étirer comme ça, le long de n, et à contracter dans la direction perpendiculaire. Donc ça, c'est le long de n. Si je moyenne, je vais toujours obtenir un tenseur de trace nulle, parce que la moyenne de la trace, c'est la trace de la moyenne. Et je pourrais toujours le décomposer à un tenseur qui a cette forme-là, une constante ici, moins la même constante ici, dans une direction qui est la direction moyenne d'orientation des cellules. Sauf que si je suis dans un tissu isotrope, si je suis dans un tissu isotrope, ce terme-là, il donne 1 sur d, parce que c'est la valeur moyenne d'une composante. Je retranche 1 sur d, ça fait 0, toutes les composantes sont nulles, et dans un tissu isotrope, Q alpha bêta est égal à 0. Quand je moyenne 0, je vais trouver 0. Alors il faut mettre autre chose. Si le tissu est isotrope et que tout est isotrope, il n'y a pas de vecteur caractéristique, donc c'est normal que je n'arrive pas à définir de direction privilégiée. Par contre, si le tissu est sous contrainte, j'ai un tenseur qui va me fixer une direction, qui est le tenseur des contraintes lui-même. Donc si le tissu est libre, Q alpha bêta est égal à 0. Si le tissu est isotrope, il va y avoir un ordre qui est induit par la contrainte. C'est l'orientation des divisions par la contrainte. Alors, bon, conceptuellement, ça marche. Hein. J'ai le droit d'écrire que 2 tenseurs de traces nulles sont proportionnels. En pratique, ça marche aussi. Il y a des très belles manips qui montrent que par exemple, si vous prenez une cellule, que vous la mettez sur
sur un morceau de caoutchouc, vous tirez, elle se divise toujours dans la direction dans laquelle vous tirez. Ce qui veut dire, dans un langage plus mathématique, que l'axe propre de la contrainte, c'est le même que l'axe propre du tenseur d'orientation. Donc vous orientez les divisions cellulaires en créant des contraintes locales. Alors ça a été étudié pas mal à l'Institut Curie par Michel Bornins et Mathieu Piel. Alors, je ne vais pas faire une théorie très très sophistiquée. Je vais dire il y a une contrainte locale dans le tissu, et la direction qui est créée, c'est-à-dire l'orientation des divisions cellulaires qui est créée, elle est proportionnelle à cette contrainte locale. Je vais écrire que Q alpha bêta, c'est égal à sigma tilde alpha bêta, ça c'est la contrainte locale. Et puis fois une fonction de réponse que je vais appeler sigma 0. Et je vais, pour l'instant, supposer que sigma 0 est positif. Ce que ça veut dire, ça, c'est que quand vous tirez dans cette direction-là, la cellule se divise dans la direction dans laquelle vous tirez. Si je prenais sigma 0 négatif, quand je tire comme ça, la cellule se diviserait dans la direction perpendiculaire. Je ne crois pas qu'il y ait de concepts fondamentaux qui imposent que sigma 0 soit positif. Je vais commencer par traiter sigma 0 positif et je vous expliquerai après ce qui se passe quand sigma 0 est négatif, qui est encore plus spectaculaire. Donc après, l'idée est simple. Si je reviens ici, j'ai envie de dire le seul tenseur que j'ai maintenant, c'est Q alpha bêta. Donc je vais mettre Q alpha bêta ici. Puis je vais avoir KD. Ça, c'est l'effet sur le cisaillement pur d'une division cellulaire. Ça, c'est l'effet sur le cisaillement pur d'une mort cellulaire. Et j'ai à peu près la même chose que tout à l'heure. Alors, je vais le réécrire là-bas. Et au lieu de l'écrire en fonction de Q, maintenant, je vais l'écrire en fonction de sigma. Alors, ça me dit que d sigma plus K Alors, je vais m'arrêter un peu et discuter ce que représente M tilde A et M tilde D. Et je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début du cours. Quand une cellule se divise, elle met une contrainte dans le tissu, et la contrainte qu'elle met, c'est le dipôle de force. Donc je reviens au dipôle de force. Je vous refais mon dessin que j'avais au début, sauf que je vais le faire sur l'axe horizontal cette fois. J'ai deux forces FI. Alors je vais les appeler F et moins F, je n'ai pas besoin de dire pour quelle cellule je fais ça, et puis il y a une distance D entre les deux. Quand je fais ça, je suppose qu'il y a une direction privilégiée pour la division de la cellule. J'ai décidé sur l'axe X, et la cellule va se diviser comme ça. Quand elle se divise comme ça, elle pousse les cellules qui sont dans cette direction-là. Et je vous ai dit, il y a un tenseur dipôle de force. Le tenseur dipôle de force, M, c'est FD, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parce que F et D sont tous les deux suivants X. Quand je prends la composante dans une direction de F fois la composante dans l'autre direction de F, je trouve ça. Mais ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est le même bidouillage que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais dire, je ne vais pas me contenter d'une matrice comme ça qui a un terme sur la diagonale et des zéros partout. Je vais écrire qu'il y a un terme qui est diagonal et puis un terme de trace nulle. Bon, ça, c'est super facile à faire. Vous écrivez que c'est FD
sur 3, facteur de 1, 1, 1. Plus FD. Alors vous pouvez soustraire la trace comme j'ai fait tout à l'heure, mais si vous ajoutez, vous avez FD sur 3 plus 2 FD sur 3 sur la première ligne, et puis les 1 tiers ici vont s'annuler, ça fait 0. Ça veut dire que la partie cisaillement pure, c'est ça. Et donc ce que j'ai envie d'appeler MD tilde, c'est-à-dire l'effet d'une division cellulaire sur la contrainte interne, c'est juste FD qui est là. Et puis, ce que j'ai appelé MD, qui est l'effet de la division cellulaire sur les termes isotropes. Alors, il y a FD sur 3. Mais ça, c'est juste l'effet de la division. Je vous ai dit, la croissance est isotrope, et il faut que je prenne en compte la croissance aussi. Donc, dans la contrainte isotrope, j'ai un terme de croissance, donc je vais supposer qu'elle est isotrope. Donc la cellule grossit, elle grossit comme une sphère, elle exerce une pression isotrope sur ses voisines. Une pression isotrope, ça fait une force totale qui est nulle. Et donc ici, il faut que je rajoute un terme qui va être un M de croissance qui est positif. Donc voilà l'interprétation du MD et du MD tilde que je mets. C'est que la cellule, quand elle exerce un dipôle de force, en fait, elle exerce une contrainte isotrope de deux raisons. Parce qu'il y a de la croissance et parce qu'il y a une partie isotrope dans ce tenseur-là. Et puis, elle exerce une contrainte de cisaillement pur, qui est ce terme-là. Donc ce MD-là, c'est juste F fois D. L'autre, c'est F fois D divisé par 3, plus le terme qui est dû à la croissance, qui est dû à la façon dont la cellule se dilate. Donc voilà l'interprétation de ces deux termes-là. Après, je peux finir mon calcul, je peux ajouter les deux contributions. Je vais écrire que d sigma sur dt. Alors, d sur dt, c'est la somme du terme de contrainte interne. Donc c'est moins n plus le terme élastique qui est 2 mu tilde alpha bêta. Alors si tout ça sans le signe moins, je l'appelle 1 sur taux transverse. Je trouve bien que d sigma sur dt ou si je multiplie tout par taux, ça me dit que taux t est égal à 2 zeta fois V alpha bêta, où eta, c'est... Ça, pour le coup, c'est un modèle de Maxwell classique. La contrainte relaxe. Elle relaxe sur un temps qui est tau t égale sigma 0 sur n
il y a une viscosité état qui est ce que je mesure à temps long. Donc à temps long, j'ai un comportement fluide. Il y a une élasticité mu que je mesure à temps court. Donc ça, c'est exactement ce que je vous disais au début. Si je cisaille un tissu et que je regarde la réponse à temps très court, je vois un solide. Si je cisaille et que j'attends très très longtemps, il finit par couler. Il finit par couler avec cette viscosité ici, dont je vous ai dit qu'elle était 10 puissance 8 fois la viscosité de l'eau. Après, il faut regarder le temps de relaxation. Il est proportionnel à 1 sur kd. Ça veut dire que ce qui me fixe l'échelle de temps là-dedans, c'est le temps de division cellulaire. Alors pour les tissus que je vous ai montrés, ce temps-là, c'est entre quelques heures et un jour. Après, il y a des tissus où il n'y a pas de division cellulaire, donc le temps de division, ça serait infini. Et dans ce cas-là, ces tissus-là, ils sont toujours solides, parce qu'ils n'ont jamais le temps de relaxer leurs contraintes par ce mécanisme-là. Un jour, ça rend les expériences de viscoélasticité pas très faciles à faire, parce qu'il faut avoir des appareils qui marchent à oméga égale 10-5 secondes moins 1. Il faut vraiment être très très patient pour faire des choses comme ça. En gros, ça veut dire que les tissus où il n'y a pas de division cellulaire, ils sont solides. Les tissus où il y a de la division cellulaire, ils sont liquides. Et le temps de relaxation, au moins prévu par ce mécanisme-là, il est de l'ordre du temps de division cellulaire. Rien n'interdit à ce qu'il y ait d'autres mécanismes de relaxation viscoélastique. Alors, je vous ai parlé au début des billes de gel de François Lequeux. Quand il les cisaille, au début c'est un beau solide, mais elles finissent par couler parce que les billes se réarrangent, elles arrivent à glisser les unes contre les autres, et ça finit par relaxer la contrainte. Donc il se peut qu'il y ait d'autres mécanismes, et les autres mécanismes vont accélérer, vont rendre plus court le temps de relaxation qui est là. Donc ça, ce n'est pas très surprenant. Et finalement, ce que je vous dis là, j'ai fait une théorie linéaire, et je trouve que c'est un tissu, c'est un fluide viscoélastique de Maxwell. Ça veut dire que toutes les expériences que je vous ai montrées juste là, elles se passaient à temps long. On regardait le tissu sur 8 jours, 10 jours, ils ont même été jusqu'à 30 jours dans certains cas. Dans ce cas-là, la contrainte a le temps de relaxer. Ce qu'on voit, c'est une viscosité macroscopique. Et dans les états stationnaires de tissu, on voit aussi des viscosités macroscopiques. Donc je suis arrivé à vous montrer qu'un tissu peut être un fluide. L'ordre de grandeur des viscosités est bon. Oui, Hervé. Ouais. Oui, alors ce que tu es en train de me dire, c'est que je pourrais concocter d'autres modèles viscoélastiques, et en particulier des modèles où le tissu se relaxerait et à temps long serait viscoélastique. Il me semble que quand même c'est la contrainte qui est l'élément naturel, et en tout cas dans les manips où tu tires dessus. Alors je n'ai pas de manip dans les tissus, là. Mais dans ces manips-là, c'est vraiment la contrainte extérieure qu'on applique. Mais oui, on pourrait faire ça, bien sûr. Et dans ce cas-là, on trouverait un truc différent. L'autre question, c'est comme pour les gels actifs, on aurait pu imaginer que QFAβ a sa propre dynamique de relaxation. C'est peut-être pas le cas ici. Alors, ce qu'Hervé est en train de dire, sans le dire, mais moi je vais le dire, il dit, mais il va y avoir, si j'applique sigma, il va y avoir un retard, et là, ça met un certain temps à s'orienter. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est regarder la dynamique à temps très long. Évidemment, si je tire d'un grand coup, et Mathieu Piel, il l'a fait, hein, il a tiré comme ça, il a forcé les cellules à se diviser dans cette direction-là, il a relâché, il a tiré dans la direction perpendiculaire, et bien l'axe d'orientation de la division cellulaire, il tourne. Donc ça marche bien pour le coup. Mais ça veut dire que je regarde à des temps qui sont plus longs que ça, et que ma théorie, elle est vraie à des échelles de temps qui sont plus grandes que la division cellulaire. Bien sûr. Oui, Pierre. J'ai une question à propos de l'apoptose. Je comprends bien qu'il faut un dipôle pour la division. Alors, je n'ai pas parlé de l'apoptose.
L'apoptose, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le dipôle de force, il est très faible, parce qu'une cellule qui meurt, elle n'a aucune raison de ne pas être isotrope. Donc le seul terme que j'aurais envie de faire, c'est égal 0, et de garder celui-là. Avec un signe moins, bien sûr. Et alors, avant qu'Hervé pose la question, je pourrais jouer autrement. Je pourrais dire, je fais ça négatif, mais il faut que j'en fasse un autre négatif, donc il faudrait que je fasse KD négatif, parce que c'est le seul que je ne connais pas. Mais j'ai du mal à voir qu'une cellule, quand elle a une direction de division cellulaire, elle ne pousse pas dans la direction de sa direction. Donc mathématiquement, c'est possible, physiquement, ça ne me paraît pas tenir la route. Alors, ça ne veut pas dire que le cas où sigma 0 est négatif n'est pas intéressant, et c'est même ce qui va m'occuper pendant toute la suite. Donc c'est grand 2. Alors, contrainte active. Donc jusqu'ici, j'ai considéré des tissus qui étaient isotropes, et tout mon raisonnement sur le fait qu'il fallait la contrainte pour orienter les divisions cellulaires, autrement elles étaient orientées de façon parfaitement isotrope, ça ne marche que si le tissu est isotrope. Si les cellules ont un ordre local orientationnel, évidemment, il y a une direction privilégiée, et ce que je vous ai raconté ne tient pas la route. Ce que je veux regarder là, c'est le cas où sigma 0 est inférieur à 0. Donc ça veut dire que là, je change sigma 0, ça me change le signe du temps de relaxation viscoélastique, et la contrainte, cette fois, au lieu de relaxer, elle diverge. Donc ça veut dire que le tissu est instable. Qu'est-ce que ça veut dire que le tissu est instable? Ça veut dire qu'il a tendance à s'aligner spontanément. Ça veut dire que quand j'écris ça, j'écris que sigma c'est Q alpha bêta, mais si ce terme-là est instable, je peux rajouter un terme suivant, et je pourrais faire un espèce de développement de Mayer-Saupe de ce côté-là, et pour une valeur de sigma alpha bêta égale à 0, je pourrais avoir un Q fini. Donc j'ai un Q fini Ce que je suis en train de vous dire là, une autre façon de le dire, c'est qu'il y a certains tissus qui ont leur propre orientation et qui n'ont pas que la contrainte pour les orienter. Alors, une question que vous auriez pu poser, c'est, je vous ai défini l'orientation des cellules par l'orientation de la division cellulaire. Il y a d'autres façons de faire ça. On pourrait regarder la forme, par exemple. Est-ce que c'est évident que la forme elle est toujours allongée dans la direction de la division cellulaire? Ce n'est pas forcément évident, mais en gros, c'est quand même un peu toujours la même chose. Et une autre façon de le faire, qui est plus biologique, c'est dans la cellule, vous avez des organelles, et il y en a deux qui sont toujours bien identifiés, qui sont le noyau, ça tout le monde en a entendu parler, et puis le centrosome. Et donc si vous tracez une flèche qui va du noyau vers le centrosome, à chaque cellule, vous avez défini un vecteur, et ça peut vous définir une orientation. Là aussi, en moyenne, quand on oriente ce vecteur-là, et Giovanni Capello, qui vient faire le séminaire dans 20 minutes, il a fait des manips où il a mesuré cette orientation-là, et ça ne change pas vraiment de l'orientation de la contrainte. Donc en gros, ce que je suis en train de supposer, c'est que toutes les orientations qu'on peut définir, elles sont à peu près identiques. Ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des cellules qui ont leur orientation spontanée. Alors il peut y avoir deux raisons. Une, c'est une orientation qui apparaît spontanément parce que l'ordre isotrope est instable et ça a envie de faire un état nématique. Donc c'est une transition nématique.
Une deuxième raison, c'est que les cellules peuvent être polarisées par un signal extérieur. Ça, il y a plein d'exemples dans la biologie du développement. On ne peut pas polariser avec une concentration parce que c'est un scalaire. Pour polariser, il faut un vecteur. Mais si vous avez un gradient de concentration, les gradients de morphogènes dont j'ai parlé au départ, ça vous donne une orientation. Et puis je peux faire un tenseur avec ça, qui serait le carré du gradient. Donc le cas où d phi sur dx alpha, d phi sur dx bêta, ça donne un tenseur. Et ce tenseur-là, il peut créer un ordre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir q alpha bêta proportionnel à sigma alpha bêta, on aurait q alpha bêta proportionnel à ce tenseur qui est fixé externellement par des sources chimiques. Ça veut dire que c'est fixé par quelque chose qui est déjà polarisé à l'extérieur et qui crée ces gradients-là. Donc je vais faire les choses de façon très très simple. Je vais supposer que s'il n'y a pas de contrainte maintenant, les cellules ne sont pas isotropes, mais elles sont orientées avec un ordre nématique. Alors, dans mon esprit, ça veut dire qu'elles sont allongées. Pascal, l'année dernière, nous a montré plein d'exemples de cellules qui étaient allongées, qui avaient un ordre nématique. Il y a des défauts nématiques. On peut faire de la très belle physique des cristaux liquides sur les cellules, et ils ne s'en privent pas d'ailleurs. Donc ça serait un de mes exemples. C'est pareil si l'orientation spontanée Q alpha bêta 0 est créée par un champ extérieur. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que la contrainte n'a pas un effet, mais si je rajoute une contrainte à l'orientation extérieure, ça va changer un peu l'orientation des cellules. Donc le sigma alpha bêta, il ne va pas être proportionnel à Q alpha bêta, mais il va être proportionnel à Q alpha bêta moins Q alpha bêta 0. Où ça, c'est la fonction de réponse. Et là, c'est un peu comme dans tous les mécanismes de transition de phase. Je me réfère par rapport à un état qui, lui, est stable. Et donc, ce sigma 0-là, il doit être positif. Si je développais autour de 0, il serait négatif. Mais si je développe autour d'un état stable, celui-là doit être positif. Ou si vous réécrivez ça autrement, ça vous dit que Q alpha bêta, c'est Q alpha bêta 0 plus sigma tilde alpha bêta sur sigma 0. Après, je peux refaire mon petit jeu précédent, sauf qu'au lieu d'utiliser cette relation-là, qui maintenant me conduirait à un truc stupide parce qu'au départ, sigma 0 était négatif, il faut que j'utilise celle-là, où j'ai un terme supplémentaire qui vient du Q alpha bêta 0 qui est là. Alors, je ne vais pas le faire, il n'y a aucune subtilité, aucune difficulté. Ce qu'on trouve, donc je vais écrire cette relation-là, je vais retrouver tous ces termes-là, plus un terme supplémentaire qui vient du Q alpha bêta 0 qui est là. Alors, ça me dit que tau t il y a deux états moins sigma 0 Q alpha bêta 0. Donc simplement à cause de cet effet que le tissu a un ordre, j'ai une contrainte supplémentaire ici, moins sigma 0 Alors là, ça me ramène à mon premier cours, celui d'il y a 2 ans. Cette contrainte supplémentaire, elle est proportionnelle aux paramètres d'ordre nématique. Si vous faites, je vais ramener Mad à ses vieilles amours, de l'hydrodynamique des nématiques ou de l'élasticité des nématiques, il n'y a jamais de contrainte proportionnelle aux paramètres d'ordre nématique. Ce terme-là n'est pas autorisé par l'énergie libre des cristaux liquides.
Ce qui génère ce terme-là, c'est le fait qu'on injecte de l'énergie dans le système, et ça, c'est une contrainte qui est hors d'équilibre, qui est due à des effets hors équilibre. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'à partir du moment où je suppose que les tissus est orienté, la division cellulaire fait que le tissu est un milieu actif. Ce n'est pas une surprise, hein. Ce que j'ai dit dans mon premier cours, c'est que pour moi, un milieu actif, c'est un milieu qui consomme de l'énergie à l'échelle de ses constituants. Les cellules qui se divident, il faut leur donner de l'énergie, parce que si elles n'avaient pas d'énergie, elles ne se diviseraient pas. Il faut qu'elles mangent pour pouvoir se diviser. Donc elles consomment de l'énergie. Il faut qu'il y ait un ordre orientationnel. Il y a un ordre orientationnel qui est ce Q alpha bêta 0 là. Et puis il faut que le système soit fluide, et je vous ai montré que le système était fluide. Donc j'ai absolument toutes les caractéristiques du système actif, et la seule chose que je suis en train de vous dire là, c'est qu'à cause de la division cellulaire, il y a une contrainte active dans le tissu. Alors, je vais rejouer le jeu que j'ai fait tout à l'heure, de décomposer les tenseurs comme ça, en une composante isotrope et une composante de cisaillement pur. Là, il y a une direction claire, hein, c'est le vecteur propre de Q0, c'est-à-dire la direction dans laquelle les cellules sont alignées, et je vais me placer dans un repère où ça, c'est l'axe X. Alors j'enlève la partie isotrope, donc il va me rester que ce terme-là, et cette fois j'ai un facteur qui est moins sigma 0. Donc la contrainte active, c'est moins sigma 0, facteur de 2 tiers donc voilà la contrainte active. Et elle est négative le long de la direction d'orientation des cellules. Alors je vais vous faire des petits dessins pour qu'on soit bien d'accord sur les signes, parce qu'il y a une espèce de controverse dans la littérature pour savoir si la contrainte a tendance à étirer le tissu ou à le contracter. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la division cellulaire est extensile, c'est-à-dire qu'elle tend à étendre le tissu. Alors, supposez, je vais commencer par le dipôle de force des cellules. Je vais le dessiner de façon brutale, hein. Ça, c'est l'axe d'orientation. La force est comme ça. Et ça, c'est bien conforme à l'idée qu'on a, hein, qu'une cellule qui se divise, elle pousse les cellules extérieures. Donc ça va pousser dans cette direction-là, ça va contracter dans cette direction-là. Mais ça, je l'appellerai extensile parce que ça tend à étendre les cellules, c'est-à-dire ça tend à tirer comme ça dans la direction des cellules. Maintenant, si je regarde la contrainte active, donc il y a deux cas, elle peut être contractile ou extensile, hein.
Alors, je vais refaire le même dessin. On peut prendre une contrainte qui est comme ça. Ça, c'est mon axe d'orientation. Comme c'est un cisaillement pur, elle est comme ça. Ce que je prétends, ça, c'est une contrainte contractile et pas extensive. Ça, c'est un milieu qui a tendance à se contracter. Alors ça serait sigma 0 négatif, hein, parce que le sigma ici est positif. Pourquoi c'est contractile? Parce que ce qu'on compte dans la contrainte, c'est la force du milieu extérieur sur la cellule. Donc la force que je décris ici sur la contrainte, sur une aire du tissu, c'est la force que les cellules extérieures exercent sur la cellule que je regarde. Donc la force sur les cellules extérieures, la force des cellules extérieures, elle est comme ça, mais la force de la cellule sur les cellules extérieures, elle est dans l'autre sens. Et donc ce qui correspondrait à ce dipôle-là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui contracte les cellules. Et ça correspond à une tension positive du tissu. Maintenant, l'autre cas, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Donc si j'ai quelque chose comme ça, ça, c'est une contrainte extensile. Ça, c'est une contrainte extensile parce que si la cellule pousse vers l'extérieur comme ça, pour que le tissu soit à l'équilibre, il faut que les cellules extérieures poussent vers l'intérieur. Et c'est ça que vous dit la contrainte qui est négative. Donc un tissu extensile, la cellule exerce des forces vers l'extérieur, mais la contrainte est vers l'intérieur. Et un tissu contractile, la contrainte est vers l'extérieur, et les cellules exercent des forces qui tendent à contracter la cellule, donc à attirer vers le centre les cellules voisines. Maintenant, une cellule qui se divise, ça fait ça. Et donc ça doit bien correspondre à ça. Il y a un signe moins entre les deux. Et ça, c'est le signe moins que je traîne depuis le début. Quand je vous ai écrit que sigma interne, c'était moins quelque chose, c'est parce que ça, c'est la force exercée par la cellule. Et ça, c'est la force exercée par les voisines sur la cellule. C'est pour ça que la contrainte interne, c'est moins la densité de dipôle de force. Parce que la densité de dipôle de force, elle compte les forces comme ça, alors que la contrainte interne, elle compte les forces comme ça. Donc voilà, je fais ça un peu par introduction à ce qui va se passer après. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une controverse dans la littérature, assez importante même, pour savoir si un tissu doit être contractile ou extensile. Ce qui est clair, c'est que la contrainte active due à la division cellulaire, elle est extensile. C'est ce que je viens de vous montrer là. Mais les cellules elles-mêmes, c'est des vraies cellules. Leur mécanique, elle est gouvernée par le cytosquelette. Je vous rappelle, le cytosquelette, c'est l'actine et des moteurs moléculaires. Et ça, c'est contractile. Donc les cellules elles-mêmes, elles ont des contraintes qui sont contractiles. Alors si vous êtes naïf, moi j'ai toujours tendance à l'être, vous dites qu'il y a une composante contractile, une composante extensile. Ce que je vais mesurer, c'est plus ou moins la somme des deux. Alors ce n'est pas tout à fait évident qu'il n'y a pas des interférences entre ça et ça. Hein. Mais et je ne sais pas laquelle est la plus grande. Et donc si je trouve quelque chose de contractile, ça veut dire que c'est plutôt la contractilité des cellules qui domine. Si je trouve quelque chose d'extensile, c'est plutôt la division cellulaire qui domine. Je vais m'arrêter là, mais je vous montrerai la semaine prochaine des études de ce sujet-là. Il y a des simulations numériques qui sont très belles, qui montrent bien ces choses-là. Et puis il y a des résultats expérimentaux. Certains résultats expérimentaux, comme ceux que Pascal a obtenus,
qui je collaborais, qui dans certaines expériences montrent que les cellules sont contractiles et dans certaines expériences montrent que les mêmes cellules peuvent être soit contractiles, soit extensiles. Donc le problème est plus subtil que de prendre la somme des deux et de regarder lequel est plus grand. Ça peut dépendre de la géométrie du problème. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, oui, Pierre. Là, oui, mais la contractilité et pour une contrainte active, c'est que la partie non diagonale qui compte. Le reste, c'est une pression, et si ton tissu est plus ou moins... La contractilité du cytosquelette, ça peut donner lieu à une contrainte isotrope. Alors, oui et non. Par exemple, ce que j'ai montré pour les tensions de surface, c'est la couche d'actine corticale. La couche d'actine corticale, elle est orientée à 2D, elle est presque parallèle à la surface. Donc elle est isotrope dans le plan, mais elle n'est pas isotrope dans l'espace. Après, ce que tu dis, c'est qu'il y a un autre terme qui c'est une espèce de pression attractive. Ça, c'est pas très rigolo parce que c'est des effets qui existent à l'équilibre déjà. Cet effet-là, il n'existe pas pour les systèmes à l'équilibre thermodynamique. Alors, ce qui regarde, c'est vraiment la contrainte anisotrope et le tissu, il est nématique dans les expériences que je vais montrer. Il est tellement nématique que le moyen que les gens ont le plus utilisé pour regarder ça, c'est de regarder les défauts. Mais oui, ce terme-là, il existe, mais ça, c'est presque un effet de pression qui existe dans plein de systèmes à l'équilibre. C'est comme si tu mettais une attraction, ça, pour le coup. Alors après, ça dépend de la densité d'actine, de choses comme ça, mais alors que celui-là, il n'existe pas pour les systèmes à l'équilibre. Voilà, je m'arrête là. Donc, il y a le séminaire de Giovanni Capello maintenant, à 45, donc dans 14 minutes. Merci beaucoup.